prise de parole. Bienvenue dans ce nouveau webinaire sur la prise de parole. Aujourd'hui, la prise de parole face aux médias, en particulier comment se comporter face aux médias, se comporter dans toutes les dimensions, y compris dans la construction du récit. C'est ce que nous allons voir dans ce webinaire. Nous allons attendre 13 heures précises pour démarrer, pour que tout le monde soit là comme prévu à l'heure dite. Donc, quelques petites secondes de patience. Et puis nous allons démarrer. Nous allons rentrer dans le dur. En attendant, bienvenue à tous. Si vous avez envie de faire un petit coucou dans le chat, vous êtes le bienvenu. Allez, c'est parti pour ce webinaire sur la prise de parole. En particulier, donc, la prise de parole face aux médias. Comment se comporter face aux médias. Je veux bien un petit coucou dans le chat pour être sûr que vous m'entendez bien. Allô, allô, comme j'ai des travaux chez moi, je suis sur le... Ah, il y a un coucou. Voilà, comme je suis à des travaux chez moi, je suis avec le casque. Alors, je m'appelle Sophie, Sophie Baker, je suis coach, consultante, formatrice en prise de parole au sens large et en prise de parole face aux médias. Je suis une ancienne journaliste. Ça fait 15 ans maintenant que j'ai quitté le métier de journaliste, mais c'est sur cette base-là donc que j'interviens. C'est sur cette expertise, sur cette base métier-là que j'interviens avec mes champions, ceux que j'aime bien appeler les champions, les dirigeants, les managers, les experts, les élus, bref, tous ceux qui se retrouvent en situation de prendre la parole, pas seulement face aux médias, mais aussi face aux médias. Donc nous allons voir d'ici 13h45 ensemble, on va dire les grands points, les grands principes de base. Si vous avez besoin d'avoir un échange plus singulier, on va dire, avec moi pour prendre en compte vos situations à vous, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi dans la barre du haut. Là, vous pouvez cliquer sur le cliquer ici pour prendre un rendez-vous. Et à ce moment-là, en face à face, je me consacrerai à votre situation en particulier. Maintenant, une fois encore, ici, on va traiter des grands principes de base. Et bien sûr, je vous recommande chaudement d'interagir avec le chat, puisque c'est le seul moyen, mais c'est quand même le moyen que nous avons pour interagir. Alors d'abord, j'ai une première question pour vous, pour rentrer dans le vif du sujet. Ma question est la suivante. Redoutez-vous de passer dans les médias ? Si je vous pose cette question, c'est que d'expérience, très souvent, j'ai face à moi des personnes qui me demandent de les accompagner dans cet exercice très particulier de comment faire face aux médias. Alors, il y a tout de suite une personne qui dit non. Eh bien, alors bravo, tant mieux. Je vais vous aider à justement être encore plus efficace, encore plus impactant. Alors, Pierre-Yves nous dit j'ai envie d'être dans les médias justement. Ok, donc là c'est vraiment votre stratégie de mise en visibilité face aux médias, et c'est tout à fait intéressant. Si je vous pose la question du redoutez-vous, parce que très souvent je me suis rendu compte que de manière confuse parfois, eh bien on se positionnait soit en posture haute, soit en posture basse, soit on méprise les journalistes parce qu'on ne les aime pas, soit on a peur, donc on retrouve le redouté, on a peur de se faire piéger. C'est vraiment quelque chose avec lequel on vient vers moi très souvent. J'espère que le bruit de la perceuse à côté ne vous gêne pas trop. Je vais essayer de continuer quand même. Voilà, et donc très souvent, il y a cette dimension de on ne sait pas comment se situer finalement par rapport aux médias. Et puis, il y a aussi la question du micro, le micro, les caméras. Il y a tout cet écosystème très particulier, quand même un studio radio, un studio de télévision, c'est pas tout à fait un environnement comme un autre. Et il peut y avoir aussi le scénario des médias, une fois encore, le studio, la caméra, le micro, qui vont augmenter la dimension de stress.
Le redoutez-vous de passer dans les médias? Il va aussi vous interroger sur le stress que vous avez dans vos prises de parole ordinaires, mais un stress augmenté parfois face aux micros et caméras des journalistes. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà identifié, votre stress en prise de parole et ce stress augmenté face, face aux micros et face aux caméras? Je vous attends dans le chat parce que, enfin, tant mieux si aucun d'entre vous n'est flippé à l'idée de passer dans les médias, mais moi je travaille avec beaucoup de gens qui le sont. Donc c'est pour ça que je vous pose cette question-là. Il y a aussi la question du que craignez-vous le plus? Alors, bah, le cœur qui bat plus vite quand même. Ok, alors que craignez-vous le plus? En fait, cette question, elle m'amène à considérer que souvent, quand on redoute l'exercice face aux médias, on va redouter le piège du journaliste. Alors ça, c'est vraiment quelque chose que quasiment à 100%, dans 100% des situations, hein, dans 100% des cas dans lesquels j'accompagne des personnes sur leur situation de prise de parole face aux médias, euh, voilà, la question du piège de journaliste, elle va venir à chaque fois. Enfin, vous, je ne sais pas, vous qui êtes autour de la table, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, tant mieux si c'est voilà, tant mieux si c'est tranquille pour vous. Mais enfin, la question du piège, elle est quand même vraiment récurrente. Et puis, oui, il y a ce qui vient d'être mis dans le chat, c'est-à-dire la peur de se tromper. C'est-à-dire, que craignez-vous le plus? Moi, ma recommandation, c'est de considérer qu'avant même d'avoir peur de la question du journaliste, il faut, il faut travailler le contenu, comment construire le récit, comment construire, voilà, ne pas se perdre dans ces mots, comme le dit quelqu'un dans le chat, hein, ne pas se perdre dans ces mots, mais être préparé. Et j'ai l'habitude de dire que ce que vous devez craindre le plus, c'est vous-même. Hein, c'est vous-même, c'est de vous perdre dans votre récit, de digresser, de lâcher des choses qui ne devraient pas être lâchées. Donc, l'une des clés essentielles du comment se comporter face aux médias, eh bien, c'est vraiment d'arriver avec un argumentaire qui va être hyper construit, hyper étayé, et on va le voir plus loin dans on va le voir plus loin dans ce webinaire, comment construire son argumentaire, hein, comment toujours se raccrocher à quelque chose qui fait message pour ne pas se laisser embarquer. Donc votre plus grand ennemi, celui que vous devez craindre le plus, ce n'est pas le journaliste, contrairement à ce qui est le plus souvent perçu. Hein, ce n'est pas le journaliste, ce n'est pas le micro, ce n'est pas les caméras, c'est vous dans la manière que vous avez d'apporter vos éléments de langage, de dérouler votre argumentaire. Le nombre de personnes inquiète Selma. Alors ça, que ce soit en prise de parole simple ou en prise de parole face aux médias, c'est effectivement la question de l'audience. C'est vrai que d'avoir conscience de l'audience, c'est quelque chose qui peut effectivement perturber, inquiéter. Et évidemment, quand vous passez sur RTL, ben, vous avez potentiellement des centaines de milliers, voire quelques millions d'auditeurs, alors que quand vous êtes dans une conférence, ben, vous n'en avez que, aujourd'hui, vous êtes 59 et c'est déjà chouette. Donc évidemment, voilà, la taille de l'audience peut aussi impressionner. Ce qui me bloque, je ne trouve pas les mots, je rate. Comment composer une phrase simple et efficace? Ok, la question de Selma est tout à fait pertinente, effectivement. Comment construire le récit pour ne pas risquer de s'éparpiller? C'est le principal risque face aux médias en particulier, puisque c'est de ça que nous parlons ici aujourd'hui. C'est le principal risque de la prise de parole en général face aux médias, puisque c'est notre sujet d'aujourd'hui, et de manière générale, hein. Le principal risque, c'est de nous éparpiller, c'est de sortir du cadre, c'est de digresser. Et c'est ça qui fait que derrière, vous lâchez la petite phrase que vous n'auriez pas dû lâcher. Hein, c'est là où, par les mécanismes de découpe et de montage qui sont propres au travail du journaliste, hein, qu'on soit en radio, en télévision ou en presse dite écrite, le journaliste va récupérer l'interview et ensuite il va découper et remonter le récit. C'est ce qu'on appelle le fameux sorti de son contexte. Il faut partir du principe que c'est toujours à cet égard sorti du contexte. Et donc, c'est pour lutter contre cet effet de sortie du contexte qu'il convient d'avoir un propos extrêmement
convergent, d'avoir un propos qui est recentré autour de l'essentiel pour soi. Donc ça va être voilà, toutes les clés de construction du propos face aux médias. Ça va vraiment être ça qui va être important. Alors en plus, ensuite, j'ai une troisième question pour vous. De quoi avez-vous le plus besoin pour vous lancer? On revient encore une fois sur autour de qu'est-ce que vous redoutez, qu'est-ce que vous aimeriez, de quoi vous avez le plus besoin pour vous lancer. Est-ce que vous avez besoin d'entrer en contact avec des journalistes et pour cela, comment faire? Je vous pose la question, vous avez le droit de me répondre dans le chat. Est-ce que vous avez le besoin de bien identifier votre argumentaire? Ou bien est-ce que vous avez besoin de bien comprendre comment fonctionne le travail, le jeu médiatique pour pouvoir identifier les situations dans lesquelles ça serait pertinent pour vous de vous lancer et d'interpeller les médias, hein, de faire par exemple une conférence de presse ou d'envoyer un communiqué de presse. Bien, voilà, est-ce que vous avez plus besoin de comprendre le jeu, hein, voilà, comment se prépare une interview, comment le journaliste vous choisit parmi tous les interlocuteurs possibles. Alors, pour me lancer, j'aurais besoin d'un point d'ancrage, une idée forte, un message clair. Une fois que je sais exactement ce que je veux transmettre au public, le reste devient plus fluide. OK. Une question bien claire, organisée et précise. OK. Donc, là, en fait, le point d'ancrage, ça c'est tout à fait intéressant. Ce point d'ancrage, je vais vous recommander de le construire en vis-à-vis de la demande éditoriale. C'est ce que j'appelle dans mon jargon le message principal. Comment identifier le message principal? Comment effectivement avoir ce point d'ancrage, quelque chose qui va faire matrice de sens et qui va vous permettre de tenir face aux questions, face aux coups de boutoir, hein, parfois, parce que ça peut être perçu comme un coup de boutoir, face aux coups de boutoir des journalistes, comment vous allez pouvoir tenir le point, l'ancrer, l'installer. Pour ça, j'ai construit une méthode que j'ai appelée la méthode du losange, que je vous expliquerai un petit peu plus loin dans notre déroulé, et qui est une méthode de construction d'argumentaire pour faire face, alors en toute situation de prise de parole, mais en particulier face aux médias, où la situation est plus compliquée. Alors François, optimiser son message, oui, je garde le point, je vais vous répondre comment optimiser son message. Le langage à utiliser pour bien passer dans les médias, là c'est monsieur ou madame Fournet qui revient avec ça. Comment préparer une interview? Ok, super. Bon, j'aime bien le chat s'anime, je me sens moins seule. Je vais vous répondre maintenant qu'on a, voilà, on a posé effectivement la problématique, on va dire, le bon ton à utiliser, très bien également, je prends. Maintenant qu'on a posé la problématique, je vais commencer à vous répondre. Là, il y a une image de studio de télévision pour vous dire que déjà, c'est très important de comprendre comment ça fonctionne et quels sont les attendus des journalistes. Le journaliste ne vient jamais par hasard vous interviewer. Il a été mandaté. Le process de travail des médias est un process collectif, à la différence des médias sociaux, qui sont, eux, des médias de l'individu. De l'individu, ça veut dire, par exemple, j'ai une chaîne YouTube, je décide moi-même, toute seule, d'un sujet, je vais faire l'interview, je suis producteur du contenu et je vais diffuser sur ma chaîne YouTube, je suis le diffuseur. Ça, c'est le média social. Le média de journaliste, lui, c'est un millefeuille de process. C'est très processé, une émission de télévision ou de radio, ou même un article écrit dans un journal. Il va d'abord y avoir la question de la ligne éditoriale. Il y a la conférence de rédaction qui va permettre collectivement, dans le collectif propre à chaque média, de choisir les sujets, les angles de traitement et les personnes à interviewer.
Et le journaliste, quand il vous sollicite, il est, il répercute une feuille de route qu'il a reçue. Pourquoi? Parce qu'ensuite la décision de diffusion va être elle aussi collective. Donc on a là quelque chose qui est très processé et complètement différent dans ses process du média social où, une fois encore, c'est un individu tout seul qui fait à la fois la production et la diffusion. Là, il y a un collectif et quand on vous interpelle et quand on vous demande si vous voulez bien répondre à une interview pour un journal télévisé ou pour une émission sur une chaîne, sur une radio, etc., en fait, on vous demande de participer, de bien vouloir entrer dans le scénario qu'on vous propose. Et il faut comprendre que un journal, une radio, une télévision, avec leurs émissions, ce sont des scénarios qui se ressemblent tous dans les grands ensembles. Et donc la première clé, c'est de bien comprendre quelle est la demande éditoriale et j'insiste, quel est le rôle qu'on veut faire jouer. Est-ce qu'on vous faire jouer le rôle d'un expert? Est-ce que vous êtes le témoin de quelque chose qui s'est produit? Est-ce que vous êtes la victime de quelque chose qui se passe? Est-ce que vous êtes le good cop, bad cop, vous savez, comme dans les séries, le bon flic, le mauvais flic? Est-ce qu'on va vous faire jouer le mauvais rôle ou le bon rôle? Est-ce que vous êtes celui qui est appelé à se défendre ou celui qui est appelé à s'expliquer sur quelque chose? Donc, c'est très important de bien comprendre tout le fonctionnement médiatique et attaché à chaque média pour pouvoir prendre la décision et se dire j'y vais ou je n'y vais pas. Je réponds à cette sollicitation positivement ou bien je passe mon tour parce que je n'ai rien à y gagner et je ne veux pas me retrouver en visibilité dans cette situation. Donc quand vous pouvez choisir, c'est vraiment la première chose à considérer. Quelqu'un dans le chat tout à l'heure a dit, si je me souviens de la question, c'était comment me faire voir des journalistes, comment me faire repérer, comment être identifié par les journalistes. Je vais y répondre aussi, mais là déjà, comprendre la demande éditoriale, c'est vraiment le bon moyen de bien vous comporter face aux médias, d'avoir cette dimension professionnelle sur laquelle je veux revenir. Alors ensuite, donc si je reviens sur le slide, en fait, ce slide pour vous dire que il n'y a qu'un journaliste, il n'y a que quelqu'un qui a été journaliste qui sera capable de vous expliquer les tenants, les aboutissants, les attentes et les contraintes des journalistes. Et c'est en comprenant les attentes et les contraintes des médias que vous pourrez répondre du mieux possible. Donc ma recommandation, quand vous êtes en prise de parole face aux médias, allez chercher quelqu'un qui connaît les médias de l'intérieur. Sinon, le récit, hein, les recommandations qui vont être faites risquent d'être décalées par rapport à ces situations très spécifiques. Après, attention, tous les journalistes ne font pas des bons média trainers, mais en tout cas, il faut avoir connu les médias de l'intérieur pour pouvoir vraiment ensuite vous aider du mieux possible. Alors l'importance du timing, souligne monsieur ou madame Fournet. Oui, bien sûr, face aux médias, on va vous laisser des temps d'intervention hyper courts. Hein, c'est un morceau d'interview qui va être extrait d'une interview fait un morceau hein, dans une interview que vous allez donner qui va faire environ 10 minutes. Un extrait d'interview va faire en moyenne 8 secondes. Et si vous êtes en direct sur un plateau, le journaliste attend que vous répondiez sur des durées qui font environ 30 secondes pour qu'il y ait du rythme et pour que l'auditoire reste accroché et reste dans une dynamique narrative. Donc face aux médias, il y a vraiment ce sujet de la dynamique narrative, donc faire court, clair, concret, avec des phrases très courtes. Ça, c'est vraiment les recommandations de construction d'argumentaire qui sont vraiment hyper précieuses et qu'il faut avoir compris, qu'il faut avoir vraiment intégré. Alors ensuite, comment se passe un coaching? Chacune de vos positions, dans chaque situation, vous êtes singulier et pour moi, c'est très important d'adapter toutes les bonnes recommandations à la situation en particulier de chacun d'entre vous selon votre secteur d'activité, selon votre fonction.
selon votre hiérarchie dans un organigramme. C'est pour ça que, la plupart du temps, je travaille plutôt en coaching individuel, quand on travaille sur les situations de prise de parole face aux médias, parce qu'il va vraiment falloir adapter le récit, à la personne que vous êtes en particulier. Autrement dit, les formations de groupe sont moins adaptées aux situations, à l'exercice de média training, donc de prise de parole face aux médias, que les situations de coaching. Mais bien sûr, j'interviens dans les 2 situations. En ce moment, par exemple, pour donner un exemple, j'accompagne, une entreprise, qui travaille dans le secteur de l'énergie, sur l'éolien et l'hydraulique. J'ai formé, le président, le directoire aux situations de prise de parole face aux médias. Ils se sont tous rendus compte à quel point c'est différent d'une situation de prise de parole, on va dire normale, hein, à cause de ce scénario médiatique qu'il convient de bien comprendre. Et puis j'accompagne aussi les, les responsables de sites et les gens qui sont d'astreinte sur les sites de production pour qu'ils puissent répondre aux journalistes dès lors que le journaliste vient directement sur zone sans avoir pris le temps de passer un coup de fil et de prévenir qu'il allait arriver. Par exemple, il sait que tel site industriel est en panne, par exemple, eh bien le journaliste, il ne va pas vous appeler, il va venir directement sur site et cette entreprise que je travaille, qui est sur la région, avec laquelle je travaille, qui est sur la région lyonnaise, eh bien, elle me demande de entraîner les personnels d'astreinte, donc qui sont assez bas dans des organigrammes, mais de les entraîner à avoir un premier niveau de réponse à ces journalistes qui seront venus parce que le site est en panne. Donc ça, c'est un exemple d'intervention où je vais aussi bien former le président qui va être appelé à intervenir dans le journal de TF1, en plateau France 3, en plateau BFM Business, et l'employé qui est beaucoup plus bas dans un organigramme, mais qui va être sur un site industriel, possiblement en visibilité au moment où il y a une panne de courant, un problème avec le site, des administrés ou des riverains mécontents, des élus qui ont déjà commencé à communiquer dans les médias sociaux, et donc où il faut gérer quelque chose qui va ressembler à une situation de gestion de crise. Mais bien sûr qu'on n'est pas forcément dans les médias seulement quand on se retrouve en situation de gestion de crise. On peut être aussi dans des situations chouettes qui vont mériter d'organiser une conférence de presse, d'envoyer des communiqués de presse. Alors, si on continue de rentrer dans le dur, est-ce qu'il y a des réponses modèles pour éviter une telle confrontation face caméra? Alors, en fait, il y a effectivement des clés de construction de l'argumentaire que je vais commencer à vous donner pour effectivement éviter de se laisser, voilà, de se laisser embarquer. S'il y a d'autres questions, je veux bien les prendre aussi. Donc en fait, c'est sur la base sur la base de mon expérience, je ne sais plus où est le bon slide, voilà. Sur la base de mon expérience de journaliste, j'ai créé une méthode que j'ai appelée la méthode du losange. Ici, vous voyez le logo à gauche et vous voyez l'un des 2 ouvrages que j'ai écrit et publié. Ici, c'est celui aux éditions Erol qui s'appelle Pour oser prendre la parole. Alors, en l'occurrence, c'est pas la prise de parole face aux médias, c'est la prise de parole tout terrain, mais l'un est absolument raccord avec l'autre. Et la méthode du losange, elle contient 3 clés essentielles de construction d'argumentaire pour permettre de sécuriser le résultat antenne, hein, ce que j'aime bien appeler le résultat antenne, c'est-à-dire être sûr que ce qui franchit vos lèvres et voilà, ce qui va arriver à l'antenne, eh bien, soit au plus près de ce que vous avez besoin ou envie de faire passer comme message. Alors, dans cette méthode du losange,
il y a plusieurs clés. Il y a la clé de la focalisation, c'est-à-dire que je crois que quelqu'un dans le chat tout à l'heure parlait de l'ancrage, hein, du point d'ancrage. Le principe de focalisation, ça consiste à se dire, OK, dans telle situation de prise de parole face aux médias, à quel endroit je mets le message principal, à quel endroit je mets la focale du récit, à quel endroit je vais mettre ma colonne vertébrale narrative, sachant que cette colonne vertébrale d'argument, c'est aussi celle-là qui va me permettre d'être impactant dans le body language, hein, dans la dimension d'expression non verbale. Parce qu'évidemment, si mon corps se balance, hésite, ne sait pas, eh bien, je vais être moins crédible que si je suis alignée sur un message principal. L'autre clé essentielle de la méthode du losange, donc de cette méthode dans laquelle j'ai regroupé des outils pour construire un argumentaire efficace, c'est la dimension explicite du langage, c'est-à-dire du verbe d'action conjugué à la première personne. Nous, qu'est-ce que nous faisons dans cette situation? Et des phrases courtes. Sujet, verbe, complément. Donc, pour répondre à Selma, et je veux bien d'autres questions dans le chat, hein, pour répondre, il n'y a pas de réponse modèle, il y a une manière de construire le récit. Et pour répondre à Philippe, ça sera aussi cette dimension très concrète qui va permettre de trouver le bon ton. Le bon ton est toujours le ton proactif, concret. OK, l'antenne est tombée, mais qu'est-ce que nous sommes en train de faire pour gérer la situation? Comment nous sommes en train de réparer l'antenne qui s'est cassée la figure, pour prendre cet exemple-là. Donc le bon ton, en fait, il va découler naturellement il va découler naturellement le bon ton de cette construction très concrète, hein, d'amener le récit sur du très concret, sur du factuel. Et c'est voilà, c'est la meilleure réponse que je peux vous faire. Quels sont les premiers gestes pratiques pour calmer le trac avant de prendre la parole? Alors, moi, toute mon expertise, pour répondre à Rubine, moi, toute mon expertise, elle vient du journalisme et elle vient de la construction du récit. À la différence, par exemple, d'un comédien qui va, lui, travailler uniquement sur le non-verbal, ou à la différence du psychologue, hein, qui va chercher à savoir pourquoi vous êtes particulièrement stressé dans certaines situations, etc., etc. Moi, j'ai une méthode, moi, je travaille la prise de parole sous l'angle de la construction du contenu. Donc, pour calmer le trac, il faut s'être entraîné à voix haute à énoncer son récit, et son récit concret, et avoir physiquement ressenti cet alignement de moi, hein, de ma personne, sur mon récit, sur ce qui franchit les lèvres. Et donc, si on en arrive à répondre encore plus concrètement les premiers gestes pratiques, eh bien, ça va être ancrer ses pieds dans le sol, hein. La prise de parole, c'est debout si possible. Et là, pendant que je suis assise pour vous parler, eh bien, je sens que mon corps est aligné à la fois sur mes deux pieds dans le sol, bien à plat, et sur les os iliaques, hein, donc les os des fesses. Et je ne suis ni adossée, ni accoudée, ni affalée. Je suis dans la dynamique narrative. Et c'est face aux médias, ça va être encore plus important que face à un public ordinaire, on va dire, d'être dans cet alignement du récit. Et cet alignement du récit, alors si vous faites du yoga, si vous faites du sport, vous allez comprendre peut-être, ou de la musique d'ailleurs aussi, hein, vous allez comprendre peut-être plus vite encore qu'est-ce que c'est que cette histoire d'alignement. Mais en tout cas, il s'agit d'aligner le récit. Hein, c'est vraiment quel est mon message principal? Est-ce que mon récit est vraiment concret? Et c'est là que je vais naturellement trouver la bonne posture. Et ça nécessite un entraînement. Voilà, je veux bien prendre d'autres questions. Je trouve que vos questions sont très intéressantes. Les postures à adopter pour assurer et convaincre son public. Alors, pour assurer et convaincre son public, il s'agit d'être crédible. Une fois encore, si mon corps se balance, si je me frotte les mains, si ma voix dégringole et qu'on ne m'entend pas, bref, si tout mon corps témoigne d'une incertitude,
eh bien là, vous ne rassurerez pas, vous ne convaincrez pas. Avec la construction, verbe d'action conjugué à la première personne des phrases courtes, le corps va naturellement trouver sa dynamique et va naturellement trouver sa position de crédibilité. Donc c'est vraiment mécanique et quand je travaille avec mes champions, comme j'aime bien les appeler, je travaille toujours avec des exercices caméra et ces exercices, caméra servent à, heu, à observer vraiment cette boucle de rétroaction entre mon récit et la manière dont mon corps se positionne. Plus mon récit est concret, plus mon corps se positionnera de manière crédible et donc rassurante, impactante pour mon auditoire. Travailler l'éloquence, pour moi, c'est pas un sujet. Ici, on travaille l'impact. L'éloquence, c'est pour faire joli. L'impact, c'est comment j'organise les mots pour toucher mon public, pour que mon public se souvienne de moi positivement. Pour moi, voilà, l'éloquence, une fois encore, l'éloquence, c'est pour faire joli. La prise de parole, c'est pour être efficace, impactant. Comment botter en touche à une question, reboucler sur le message principal, celui que j'ai posé comme une colonne vertébrale du récit grâce à la dimension de focalisation. Bien sûr, pour aller plus loin, plus précisément, voilà, vous pouvez soit taper méthode du losange et vous renseigner, soit ben, vous entraîner et travailler, voilà, soit sur les bouquins, soit travailler avec moi pour travailler sur cette histoire de message principal, de ligne directrice du récit. Est-ce que l'habillement fait partie de la présence, couleur, style? Oui, résolument. C'est une très bonne question. Selma pose plein de bonnes questions. C'est résolument une bonne question. Il faut que le dress code, le vêtement, soit raccord avec le propos, pour pas qu'il y ait de divergence. En fait, il faut que le récit soit à chaque fois convergent. C'est-à-dire qu'il faut que tout, dans mon attitude, dans mes mots, dans le fond, dans mon vêtement, que tout raconte la même chose. Et c'est là où je vais faire mouche, je vais être impactant et je vais, comme je le disais tout à l'heure, sécuriser pour les médias, hein, sécuriser le résultat antenne, le résultat à l'antenne. Donc, il faut que ça soit raccord. Alors là aussi, après, voilà, qu'est-ce que ça veut dire être raccord? Bah, c'est en fonction des situations, du genre, de l'âge, bref, voilà, de plein de contingences. Mais en tout cas, le principe essentiel, c'est que le dress code soit raccord avec la situation, avec ce que vous voulez porter comme message. Faut-il répondre à toutes les questions posées par le journaliste? En fait, il s'agit de répondre à la situation et pas exactement à la question. Et ça, c'est vraiment la subtilité de la prise de parole face aux médias, c'est de considérer que je ne suis pas là pour faire plaisir aux journalistes, je ne suis pas là pour lui répondre formellement, comme quand dans la vraie vie, on répond formellement à une question que nous pose le juge, le policier, le prof, hein, mais je suis là pour répondre à la situation. Et ça implique de ne pas répondre formellement à la question, c'est le plus compliqué. C'est vraiment le truc sur lequel il s'agit de s'entraîner parce que notre premier réflexe d'être humain, c'est de coller à la question et c'est de répondre à la question. Et là, il s'agit de se désengager, en fait, d'être, selon la phrase célèbre, hein, vous avez vos questions, j'ai mes réponses, mais attention de construire ces réponses non pas en langue de bois, mais bien de construire les réponses sur du très concret, du très factuel, du très explicite. Le charisme, impact, rassure son public. Alors le charisme, je ne sais pas ce que c'est. Étymologiquement, c'est un don du ciel. Alors vous voyez, s'il faut en appeler à Dieu pour être efficace en prise de parole, ben, malheureusement, on peut attendre longtemps. Enfin, après, ça dépend de la foi que vous avez. Donc, en fait, il n'y a pas de charisme, il y a du travail. Et je peux vous garantir qu'aujourd'hui, les interlocuteurs, qu'ils soient très hauts dans un organigramme ou plus bas, quand ils sont efficaces à l'antenne, quand les journalistes reviennent les solliciter, c'est qu'ils ont travaillé. Ça ne s'improvise pas, ça ne peut pas s'improviser, c'est une situation atypique. La prise de parole face aux médias est une situation extraordinaire parce que entre vous et le public, il y a un média,
Et si vous voulez sécuriser vos propos, sécuriser le résultat antenne, il faut apprendre, il faut prendre des clés, il faut prendre les outils. Il y a une batterie d'outils dans la méthode du losange si vous avez envie de vous servir de celle-là. Sinon, il y en a plein d'autres, sinon il y en a plein d'autres ailleurs. Mais la mienne, elle a été testée en tant que journaliste. Le tempo de la voix, comme la posture, va s'aligner. Hein, je parlais d'alignement tout à l'heure. Le tempo de la voix va s'aligner comme le corporel, pour autant qu'il y ait un message principal comme un fil conducteur du récit et qu'il y ait cette dimension très concrète du récit. Et la voix va trouver à se positionner, va trouver à se poser. Hein, on parle de poser sa voix. La voix va se poser naturellement, comme le corps se posera naturellement, dès lors que deux conditions, si vous voulez vous en souvenir, deux conditions. La première, c'est le message principal qui permet d'être aligné. La deuxième, c'est le récit très concret, très factuel, qui permet au corps une fois qu'il est installé, de pouvoir s'exprimer en fait, hein, ouvrir l'expression aussi bien dans la gestuelle que dans le positionnement de la voix. Ensuite, comment peut-on être honnête et sincère mais sans provoquer le public qui a un autre avis qui ne correspond pas au mien? Par la construction du récit, pour Selma, par la construction du récit avec des verbes d'action. Le public n'est pas content que l'antenne du relais électrique soit tombée. Le public n'est pas content qu'il soit dans le noir depuis maintenant 3 jours et qu'il soit obligé d'écouter l'interview avec la radio à pile. Mais en tout cas, il va être rassuré quand il va entendre le responsable expliquer comment nous sommes en train de gérer la situation. Hein, nous sommes en train de gérer la situation. Récit très concret, très factuel. Nous sommes en train d'envoyer les secours sur place. Nous avons constaté que des troncs d'arbres, verbe constater, que des troncs d'arbres empêchaient l'accès à l'antenne. Et nous sommes en train de déblayer les troncs d'arbres. C'est comme ça que vous allez pouvoir embarquer, faire adhérer un public qui est par nature remonté contre vous parce que le train est en retard, l'antenne est tombée, il y a des inondations ou ad libidum, tout ce qui peut arriver. Parler avec les mains, utiliser les mains pour appuyer ses propos, est-ce négatif? Alors en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne, même si c'est comme ça que c'est perçu le plus souvent. Il ne s'agit pas de faire exprès de faire un geste, il s'agit de tester, et vous pouvez le faire chez vous, de tester face caméra, que dès lors que dans votre tête, il y a un message principal très aligné, et que dès lors que votre récit est concret, le corps va naturellement prendre son expression. Après, ça se joue dans la singularité. Certains d'entre vous, vous avez une gestuelle très, très ouverte, et puis d'autres vont avoir une gestuelle plus restreinte. Ce qui est important, c'est de mettre en mouvement une dynamique narrative qui découle naturellement du récit aligné et factuel. Aligné et factuel. Déjà, si vous retenez ça de ce webinaire, vous allez retenir plein de choses. Alors, je vois que l'heure tourne. Qu'est-ce que je vous raconte d'autre? Alors, 3 clés pour réussir face aux médias. Je reviens plus particulièrement sur notre sujet de prise de parole face aux médias, la notion de gagnant-gagnant. Le journaliste a besoin de vous et vous avez besoin de lui. Le journaliste a besoin de vous pour, ah ben oui, la question piège. Mais j'ai parlé tout à l'heure, monsieur Jean Bosco, de la question piège. Ce que vous redoutez, c'était au début du webinaire, je ne sais pas si vous étiez là. La notion de gagnant-gagnant, justement, question piège. Le journaliste a besoin de vous pour faire son émission et fabriquer de l'audimat. Vous avez besoin du journaliste pour être en visibilité d'une manière crédible qui va vous permettre d'influencer, de prendre votre place, d'être visible pour faire du business, pour gagner de l'argent, pour rentrer des fonds, pour tout ce que vous voulez. Donc cette notion de gagnant-gagnant, elle est hyper importante, alors que, comme je le disais tout à l'heure, on a souvent tendance à être ou en posture basse, j'ai peur du piège, ou en posture haute, les journalistes, tous des imbéciles. La notion de gagnant-gagnant, je veux l'augmenter avec cette notion de business partner. Comportez-vous en professionnel de l'interview.
Demandez au journaliste qu'est-ce qu'il vient chercher, pourquoi c'est vous qu'il vient interviewer, pourquoi, pourquoi il vient à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va faire de l'interview. Très souvent, je constate que on est très polarisé sur l'enregistrement, mais pas sur la diffusion. Or, ce qui compte, c'est la diffusion. À quel moment va être diffusée l'interview qu'il est en train d'enregistrer? À quoi elle va servir? Qui d'autre va être interviewé? Donc, la notion de gagnant-gagnant, c'est pour que vous soyez à l'équilibre dans la relation. Et se comporter en business partner, c'est augmenter encore cette dimension et se comporter par les questions que vous allez poser qui vont permettre de comprendre la partie qui va se jouer, parce que si vous ne comprenez pas la partie qui se joue, vous n'allez pas pouvoir mettre en vis-à-vis le récit. Vous n'allez pas pouvoir construire de colonne vertébrale narrative. Vous n'allez pas pouvoir étayer avec cette dimension très concrète du récit. Si vous ne comprenez pas comment ça se joue, vous n'allez pas pouvoir mettre en vis-à-vis le récit. Donc, se comporter en business partner, c'est aller poser les questions au moment où il vous sollicite pour bien comprendre la partie, et vous verrez que ça va leur faire gagner du temps à eux aussi, et bien sûr à vous aussi, et ça vous évitera de vous laisser embarquer dans quelque chose où vous n'avez pas à être. Comment donner envie aux journalistes de nous donner la parole? Alors, si vous êtes déjà en studio avec eux, se montrer proactif, donner le sentiment, à juste titre, que vous êtes dedans la partie qui se joue. Vous pouvez faire des petits gestes pour dire que vous avez quelque chose à dire. Si vous n'êtes pas encore sur un plateau de télé ou dans un studio de radio, eh bien, publiez des communiqués de presse au moment où l'actualité est raccord avec votre activité. Je ne sais pas, moi, l'autre jour, on a beaucoup parlé de narcotrafic. Si vous êtes à un endroit où on lutte contre le narcotrafic, eh bien, envoyez le communiqué de presse à ce moment-là aux médias. Parce que à ce moment-là, ils sont en train de chercher des interlocuteurs pour illustrer l'actualité. En fait, il faut que vous intégriez le fait que vous êtes des illustrateurs de l'actualité, et plus vous allez envoyer un communiqué de presse, organiser une conférence de presse au moment où vous illustrez un événement de l'actualité, eh bien là, vous allez atterrir dans les médias. Et puis, pour terminer, préparer, rôder les éléments de langage. C'est vraiment ma recommandation. Après, vous pouvez aussi vous dire que je suis en train de vendre mon business et que c'est pour ça que je vous dis ça, mais je vous garantis que la prise de parole face aux médias, c'est une situation réellement atypique, très particulière à plein d'égards, que parfois vous ne mesurez même pas à quel point c'est différent d'une situation de prise de parole ordinaire. C'est pour ça que j'ai entamé ce webinaire sur qu'est-ce que vous redoutez, parce que réellement, si vous ne savez pas, si vous n'avez pas appris, vous avez à craindre, effectivement. Vous avez à craindre quoi? De tomber dans le piège, comme le dit l'une des personnes dans le chat. Vous avez à craindre le fait de vous faire emmener à des endroits narratifs où vous n'avez pas envie ou pas du tout besoin d'être. Donc, c'est vraiment l'entraînement, donc la compréhension du jeu médiatique, et puis l'entraînement à construire le récit avec donc les outils qui sont dans la méthode du losange, donc le message principal et cette dimension très concrète du récit, qui va vous permettre de monter en crédibilité aussi sur l'expression non verbale. On a parlé de poser sa voix, on a parlé du dress code, et en fait, c'est vraiment cette boucle de rétroaction vers verbal, non-verbal, le non-verbal dans toutes ses dimensions, visuelles et vocales, c'est vraiment cette boucle de rétroaction que la méthode du losange vous permet d'acquérir. Et je peux vous garantir que, y compris des grands patrons, alors que je n'accompagne pas forcément, mais que je vois passer dans les médias, certains politiques, mais pas tous, d'ailleurs il y a des politiques qui feraient bien de s'entraîner aussi, et bien souvent les patrons qui viennent souvent dans les médias, ce sont des gens qui ont fait du travail, qui ont fait du training, et par exemple, pour citer quelqu'un qui est maintenant sorti du paysage, Guillaume Pépi, quand il était patron de la SNCF,
Bah, lui, il avait, beaucoup, de passages dans les médias parce que souvent les trains, étaient en panne, sont en panne, sont en rade, avec une grosse attente du public, hein. Eh bien, Guillaume Pépi avait fait installer un studio de télé grandeur nature dans les locaux, de la SNCF à Saint-Denis pour s'entraîner régulièrement à, construire son récit, concret, à, rester aligné et voilà, à ne pas, dévier, à ne pas, sortir, du scope. Donc vous voyez que c'est vraiment, une chose, très sérieuse, et en même temps qui est, tout à fait, accessible à tout le monde, pour autant que, voilà, vous vouliez vous y coltiner. Si vous ne trouvez pas le lien pour prendre le rendez-vous qui n'aurait pas fonctionné, je réponds à Jean Bosco, eh bien vous pouvez toujours me contacter sur LinkedIn, sur la messagerie LinkedIn, que nous avons en partage et on calera un rendez-vous. En tout cas, je souhaite de, monter en professionnalisation sur les interactions que vous avez avec des journalistes, de vous montrer professionnel et de construire vos éléments de langage d'une manière très concrète, très factuelle, alignée autour d'un message principal pour vous sortir de la partie du mieux possible et gagner évidemment, et ça sera le mot de la fin, en crédibilité et en levier d'influence, évidemment. Merci de m'avoir écouté. Je vous retrouve volontiers ailleurs dans un autre cadre. Je vous souhaite tout le meilleur pour la suite et à bientôt pour un nouveau webinaire. Ciao, ciao.